Bonjour à tous, toute l'équipe de LVEL vous souhaite la bienvenue dans notre nouveau studio. Je vais demander à notre réalisateur Denis Milan de vous montrer un aperçu de la chose. Ce studio sera désormais celui de La Voix est libre, bien sûr, et du journal régional. À 37 jours du premier tour des élections municipales, France 3 donne le la des débats. Au programme ce matin, Bourg-en-Bresse. Dans un instant, je vais laisser la parole à mes trois invités. Puis après le flash de midi, je recevrai des confrères de la presse locale pour un débriefing de l'émission. Sans concession ni langue de bois, ils sont déjà en position d'écoute. Rien ne devrait leur échapper. Bourg-en-Bresse, donc à l'honneur ce matin, le chef-lieu du département de l'Ain, un peu en dessous des 40 000 habitants désormais, on en reparlera sans doute dans le débat, et un revenu fiscal qui est très légèrement supérieur à la moyenne régionale. J'aurais bien voulu vous donner le taux de chômage de la commune, mais ce chiffre n'est plus disponible, ni même calculé depuis 5 ans. Au XXe siècle, après la guerre, Bourg a été plutôt dirigé par la gauche, mais depuis 25 ans, la ville connaît une alternance gauche-droite, droite-gauche à chaque élection municipale, une caractéristique locale que l'on vous signale presque à chaque fois que l'on parle de Bourg-en-Bresse. Venons-en à mes invités. Bonjour à vous trois. Bonjour. Jean-François Debat, vous êtes le maire socialiste de la ville, vous êtes également vice-président du conseil régional. Xavier Breton, tête de liste UMP pour ces élections municipales, conseiller municipal et député de la circonscription. À côté de vous, Clément Perrin, tête de liste du Front National. Monsieur Perrin, j'ai une question importante. Elle a couru toute cette semaine à Bourg-en-Bresse. Pouvez-vous nous confirmer ce matin que vous avez bien bouclé votre liste de 39 noms ? Je confirme que j'ai bouclé ma liste de 39 noms. Je la déposerai la semaine prochaine en préfecture. J'ai un délai légal, vous le savez. Jusqu'au 6 mars. Du 13 février jusqu'au 6 mars pour déposer ma liste. Du point de vue de la campagne, nous préférons ne pas faire de la politique showbiz, entre guillemets. Nous avons vu les spectacles de l'UMP et du PS à Bourg-en-Bresse. Nous faisons de la politique de manière sérieuse. Et donc à ce titre, votre question... En tout cas, je retiens donc la réponse. Vous présentez votre liste la semaine prochaine. Vous serez donc bien là pour le 23 mars pour les élections. Alors avant de débattre, on va écouter ce que nous ont dit quelques Burgiens que Paul Satis et moi-même avons rencontrés mardi dernier dans le centre-ville. Bourg, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce n'est pas un sondage, mais un humble micro-trottoir. Peut-être la douceur quand même de vivre, la tranquillité. Le fait qu'on puisse se déplacer assez facilement, moi je prends le bus tous les jours. Il y a eu un renouvellement urbain aussi, au niveau que ce soit dans les cités ou les commerces. La proximité de tous les commerces qu'on a tout autour de nous, c'est aussi la proximité de certains loisirs, comme les bases de loisirs, les choses comme ça. La proximité des forêts, de la campagne. On concentre surtout sur le centre-ville, qui reçoit le monde extérieur, mais dès qu'on passe en légère périphérie, là on n'a plus aucun service, plus d'entretien, plus rien. Mais le soir, qu'il y ait un peu plus d'animation, comme dans les grandes villes, ça serait plus sympa pour les jeunes, je pense. Au niveau restauration, par exemple, au niveau commerce, ça manque un peu de diversité. Les budgets aujourd'hui sont très serrés, donc des coûts de parking qui coûtent assez cher, puisque quand on veut se déplacer, automatiquement, il faut aller se garer dans des parkings payants. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des transports en commun le dimanche, par exemple. Voilà, on termine sur un sourire. Jean-François Debat, Bourg-en-Bresse, en quelques mots, c'est quoi pour vous ? Eh bien, c'est le dynamisme de ces entreprises PME, PMI artisanales, c'est l'enthousiasme de ces associations et pour moi, c'est des moments forts dans les stades, le stade Verchères ou la nouvelle salle Equinox. Et finalement, ce que je m'attache à porter et ce qui me frappe toujours, c'est la différence entre l'image qu'on peut en avoir à l'extérieur et la qualité de vie, mais aussi le dynamisme que l'on ressent dans ces acteurs locaux et quand on y vit. Xavier Breton. Tout d'abord, si vous permettez, M. Michel, je voudrais regretter l'absence de la 4e liste à gauche vraiment, qui est conduite par Rémi Frochard, parce qu'il y avait des critères objectifs qui auraient pu conduire cette liste à être présente. La liste est complète, ils sont régulièrement présents aux élections. Je crois que c'est dommage parce qu'objectivement, ça avantage plutôt le candidat socialiste sortant. On s'en était expliqué avant le début de l'émission, vous m'aviez même appelé. Je vous ai dit qu'il y avait des critères de représentativité qui ont été fixés pour les voies libres. On les a appliqués à Bourg-en-Bresse, comme on l'a fait dans les autres villes de la région. Mais je trouve dommage parce qu'il y a 4 listes et ça n'aurait pas contribué à avoir un débat moins bon, bien au contraire. Et encore une fois, je crois qu'objectivement, ça avantage plutôt le candidat socialiste sortant. Alors, pour Bourg, c'est une ville équilibrée, où il fait bon vivre, il fait toujours bon vivre, et on le voit dans les témoignages des Burgiennes et des Burgiens. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a une inversion de tendance depuis maintenant quelques années.
Le dynamisme démographique n'existe plus. On est passé sous la barre des 40 000 habitants. Au niveau économique, on a quand même des inquiétudes sur plusieurs entreprises. La sécurité, on a vu une augmentation. Des cambriolages, 24% en un an, 30% pour les violences physiques aux personnes. Donc tout ça, c'est tous des indicateurs qui montrent que ça va peut-être un peu moins bien et qu'il est temps effectivement de faire preuve d'un peu plus d'audace pour la gestion de la ville de Bourg. Je pense qu'on va revenir, puisque vous avez lancé le débat, chacun à votre manière. Clément Perrin, Bourg pour vous en quelques mots. Bourg-en-Bresse, c'est la ville de près de 40 000 Burgiennes et Burgiens, un petit peu moins effectivement, vous l'avez dit. Deuxièmement, Bourg, c'est la ville-préfecture du département, c'est la capitale d'un terroir, la Bresse, qui mérite d'être valorisée au titre de cette ville importante à l'échelle de notre bassin de vie. Bourg-en-Bresse, c'est aussi, et nous l'avons dit, une ville sportive avec ses clubs, l'USB, la JL. J'en profite pour faire un clin d'œil aux Violettes Bressane, club de rugby féminin qui mérite d'être valorisé également. Et puis Bourg, eh bien, ce sont un tiers de retraités, c'est une partie d'ouvriers, d'employés, qui, hélas, souffrent à l'heure actuelle des politiques délétères menées par les partis de mes principaux concurrents. Alors avant de venir au premier thème que je voulais aborder avec vous, je voudrais quand même vous laisser réagir les uns les autres à ce que vous venez de dire, puisque j'ai entendu M. Debat dire c'est n'importe quoi, ce que vous aviez dit M. Breton sur notamment la perte des habitants, la démographie. Je l'ai dit en début d'émission, c'est vrai que Bourg est repassé sous la barre des 40 000 habitants. Visiblement, vous ne portez pas le même regard sur ce constat-là. Non, je crois que quand on débat au conseil municipal, on parle sérieusement de ces sujets. Ça fait effectivement 15 ans que la population municipale est aux environs de 40 000 habitants. Population totale avec les étudiants, 43 000, et que nous sommes une fois en dessus, une fois en dessous de cette barre des 40 000 habitants. Les chiffres dont on parle sont les chiffres de 2011. Le point bas a été acquis en 2009. 2009, on ne va pas probablement l'imputer à la gestion actuelle. Ce qui est vrai, c'est que comme toutes les villes, chefs-lieux, le développement démographique se fait surtout à l'extérieur de la ville et que nous sommes en stabilité. Mais est-ce que M. Breton fait un lien aussi avec l'insécurité, l'augmentation du nombre de cambriolages, d'agressions ? Je vais en dire un mot. Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu en matière d'urbanisme, c'est effectivement de retrouver ce dynamisme en matière de construction et de réhabilitation de logements pour attirer davantage. Je veux simplement indiquer que sur les 3 dernières années, nous avons 800 abonnés individuels nouveaux à l'eau et à l'électricité. Ce qui signifie que notre analyse, c'est que la tendance depuis 2011 est repartie légèrement à la hausse. Sur les questions des cambriolages, je suis quand même... j'entends bien ce que dit Xavier Breton. Je voudrais juste dire, ça c'est la zone police. La zone police, c'est 24% en 2013 d'augmentation. C'est une tendance nationale. À Bourg, c'est 13%. C'est beaucoup. C'est trop. Mais à Viréa et Péronat, c'est plus 37%. Alors moi, je pose simplement une question. Soit on parle sérieusement de la question de la sécurité, on dit que c'est une compétence partagée, mais que notamment le cambriolage relève de la police nationale, de la justice. Soit on dit que c'est la faute du maire. Et dans ce cas-là, je pose la question simplement à Xavier Breton. Est-ce qu'il impute au maire de Viréa et de Péronat, UMP, les 37% d'augmentation des cambriolages, pour savoir si on parle de choses sérieuses ou si on fait juste de la polémique sur les chiffres ? Deux éléments. Le premier, sur la démographie. Bourg est passée en dessous des 40 000 habitants. Elle vient de passer à l'instant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne sera plus que 43 à 39 conseillers municipaux. La première fois, alors je sais bien que quand vous avez des mauvais chiffres, qu'est-ce que vous faites ? Au lieu de mettre en place des actions pour répondre, vous allez devant un tribunal contester les chiffres. Bon, et là, c'est pareil pour les cambriolages. Les résultats et les violences physiques aux personnes, les résultats, ils sont dus à la politique socialiste du gouvernement. La politique laxiste de Mme Taubira et au Limoulinet d'Emmanuel Valls. Et ça, on le constate dans toutes les villes, dans toute la France. Et qu'est-ce qui se passe à Bourg? Ça se traduit également, et encore de manière plus forte, puisqu'il n'y a pas de volonté municipale en termes de sécurité. Vous avez supprimé le poste d'adjoint à la sécurité que j'occupais sous le mandat de Richard Bertrand. Pourquoi? Qui s'occupe de la sécurité au niveau de la ville de Bourg aujourd'hui? Il n'y a personne. Soyons sérieux et répondez à ma question. Est-ce que vous imputez les 37% d'augmentation en zone police au maire de Viréa et de Péronat? Vous répondez clairement non, parce que vous savez très bien, parce que vous avez eu à vous occuper de ces questions comme je m'en occupe, vous savez très bien que la chaîne de la sécurité, c'est la police nationale et la justice sur la répression des crimes et délits, la ville sur la question de présence sur le terrain, de tranquillité publique, et l'action citoyenne et l'action de prévention pour une chaîne de la sécurité. Simplement là, vous saisissez des chiffres, vous saisissez une ambiance nationale pour essayer de faire porter le débat municipal sur ce sujet-là, alors que Clément Perrin,
savons. Certes, Nous la le savons. délinquance, Monsieur Deban, on va laisser s'exprimer Clément la Perrin. population de Bourg-en-Bresse, effectivement, ce qui peut expliquer cette désertification de notre ville progressive, puisque notre ville passe Vous parlez de effectivement- désertification. Désertification progressive, puisqu'il y a l'enjeu de la sécurité, effectivement, il y a l'enjeu de la fiscalité également. La fiscalité sur notre ville est forte, je suis désolé de le dire. Les Burgiennes et les Burgiens sont obligés à l'heure actuelle de payer la dette que vous avez contractée l'un et l'autre, même si, bon, effectivement, vous avez fait quelques économies, je vous le concède. 17 millions d'euros depuis que je D'accord, suis tout à maire. fait. Tout à D'augmenter fait. les impôts Mais il de en reste 25 quand millions. même. Mais c'est les Burgiennes et les Burgiens qui payent l'addition à la fin. Que se passe-t-il ? Les ménages les plus pauvres à l'échelle de notre bassin de vie, que font-ils ? Ils se réfugient dans la première couronne et dans les couronnes périphériques à l'agglomération burgienne. Ce qui explique effectivement cette désertification dont je parle. On est bien d'accord, messieurs, que c'est aussi une tendance qu'on constate sur d'autres villes moyennes de la région. En tout cas. Simplement pour dire sur la sécurité, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est une chaîne, mais aujourd'hui il y a un chaînon manquant, c'est la ville de Bourg qui ne joue pas son rôle, qui n'assume pas ses devoirs dans ce domaine. Sur la fiscalité, c'est vrai que c'est un des points importants. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'effectivement, on a des communes qui sont à côté de nous qui n'augmentent pas les impôts. Et à côté de ça, la ville de Bourg vient donc à augmenter 4 années sur 6, comme par hasard, c'est les 2 années où il y a les élections où on n'augmente plus, mais pendant 4 budgets sur 6, des augmentations, et ça a fait une augmentation en tout de 25 millions d'euros qui ont été pris dans la poche des Burgiens pour désendetter la ville. Donc l'effort, il n'a pas été fait grâce à une meilleure gestion, l'effort, il a été fait par les Burgiennes et les Burgiens. Et l'engagement que je prends, c'est effectivement de proposer une trajectoire de baisse de la fiscalité aux Burgiennes et Burgiens, parce qu'on ne va pas demander aux communes voisines d'augmenter leurs impôts. Donc c'est à nous de faire des efforts. Il faut qu'on fasse une révolution dans ce domaine. Il faut être sérieux. Les chiffres de la démographie, c'est en 2009, on est passé au point bas de la démographie avec 39 600. On est remonté au-dessus de 40 à 39 Nous sommes en dessous de 40 000, puisque nous n'avons donc ça veut dire nous sommes en dessous de 40 000 habitants. faire un lien entre l'évolution de la population et l'évolution de la fiscalité, c'est faire le bilan de votre propre mandat. Si on parle sérieusement puisque en 2009, je pense que vous ne m'imputerez pas les chiffres de 2009. Donc pour ce qui concerne l'évolution inversée sous votre mandat. Il y a une tendance à la baisse qui existe depuis des années et elle n'a pas changé. Est-ce que je pourrais terminer une phrase, s'il vous plaît ? Pour ce qui concerne la question de la dette et des impôts. Moi, je veux bien à chaque fois vous augmenter le rendu des impôts. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que sous le mandat précédent, vous avez eu 19 millions de recettes fiscales de plus et que vous avez laissé la dette à un niveau record où on empruntait pour payer la dette. Vous avez, dans le même temps, vendu pour 21 millions de patrimoine et acheté pour 4. C'est-à-dire que vous avez en plus dégagé 17 millions d'euros qui ont été mis dans les dépenses courantes. Sous ce mandat, j'ai demandé un effort aux Burgiens les 2 premières années qui a effectivement servi à baisser et à stabiliser la dette. Et ensuite, nous avons pris des mesures, réduction du nombre d'agents de la ville, 900 000 euros par an de dépenses en moins, réduction des frais financiers et du remboursement de la dette de 3 millions d'euros de moins liés au désendettement, qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui une situation financière saine. Ce que je dis simplement, c'est qu'une fois cet effort que j'avais expliqué aux Burgiens, qui est de payer vos dettes, depuis 4 ans, 1% en 2011, 1% en 2012, 0% en 2013, 0% en 2014. Ça veut dire que nous avons assaini les choses avec des efforts demandés à tous et que maintenant, la situation de la ville nous permet d'investir. Juste 2 chiffres. Le désendettement, moins 19 millions, augmentation des impôts, plus 25 millions sous votre mandat. Ça, c'est objectif. Deuxième point, une augmentation de la fiscalité de plus 13%. Donc je veux bien qu'on continue, et d'ailleurs vous l'avez dit vous-même en disant on continuera à augmenter les impôts en fonction des besoins. Le problème c'est qu'il faut changer complètement notre manière de voir. Il faut simplement dire maintenant on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est on n'augmente pas les impôts. Et on voit les dépenses. Messieurs, j'aimerais l'échelle. Et ensuite vous augmentez les impôts. On va s'écouter un tout petit peu Clément Perrin. Voilà, ces subventions, vous subventionnez des associations à visée communautariste sur votre ville. À ce titre, oui, tout à fait. Nous avons, il y a des documents qui en attestent, etc. Plusieurs des dizaines de milliers d'euros. Je ne partirai pas dans un débat délétère, etc. Je suis là pour, encore une fois, pointer la responsabilité de la municipalité en cette matière. Pourquoi ne pas faire des économies à cette échelle-là ? Nous nous engageons, nous, à le faire, à l'échelle de la ville de Bourg-en-Bresse, de manière à diminuer ces subventions et donc, derrière, ne pas impacter le taux d'impôts locaux au niveau de la ville de Bourg-en-Bresse. Moi, je voudrais juste réagir d'une phrase à ce qui vient d'être dit. D'une phrase, monsieur la baisse des impôts est soit un mensonge, soit une solution irresponsable. Nous sommes aujourd'hui en train, et c'est, je le dis, de manière historique, donc je critique aussi de ce point de vue-là le gouvernement, si on veut, nous avons une baisse des dotations de l'État qui n'a jamais été aussi forte. Et moi, je dis, Xavier Breton, que si vous prenez l'engagement démagogique de baisser les impôts, vous aurez à faire réexploser de nouveau la dette, à revendre de nouveau du patrimoine pour payer les fins de mois, et qu'à la fin,
Soit vous ne mènerez pas cette politique et vous ne dites pas la vérité aux Burgiens, soit vous la mènerez et c'est une politique irresponsable. Moi, je m'engage à stabiliser au maximum la pression fiscale, à maîtriser les dépenses, à mutualiser avec Bourg-en-Bresse Agglomération. Et finalement, mon bilan parle pour moi en matière de gestion. Je pense que je n'ai de leçons à recevoir de personne. Rapidement, quand vous dites c'est une proposition démagogique, effectivement, on peut se dire, tiens, c'est le temps de la campagne, ils disent, on n'augmente pas la fiscalité, on va même la baisser. Moi, je vais faire une réunion publique le mercredi 26 février à 18h30 à l'ancienne maison des syndicats. J'invite tout le monde à venir. Et le thème, c'est baisser la fiscalité, point d'interrogation. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, parce qu'effectivement, on peut au niveau du personnel, on peut au niveau des charges à caractère général faire des efforts. Moi, j'ai été surpris lors d'un avant-dernier conseil municipal, où on vous interroge sur une subvention de 60 000 €, choix du maire, c'est pas passé en commission. Vous n'êtes pas au courant de ce qu'est cette subvention. Vous tournez vers l'adjoint en finance, pas au courant. C'était pour un club sportif, l'adjoint au sport, pas au courant. Personne n'était au courant. Ça commence aussi par un peu plus de rigueur. Et là, quand on est à 60 000 € près et qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, je pense qu'il y a un problème de rigueur dans la gestion. C'est même pas 60 000 €, c'est à 6 000 €, c'est à 600 €, mais près qu'on doit faire attention. Et là, il faut aussi changer les choses. Monsieur Perrin, vous hochez la tête, c'est-à-dire que vous approuvez ce que vient de dire Xavier Breton. On a besoin d'une rigueur économique, d'une rigueur budgétaire à l'échelle de la ville de Bourg-en-Bresse, et donc, comme je le disais tout à l'heure, à l'échelle de ces associations. Mais l'argument sur les dotations de l'État qui baissent. Les dotations de l'État, pourquoi baissent-elles ? Parce que donc, nous avons eu le mandat de Nicolas Sarkozy, nous avons le mandat à l'heure actuelle de François Hollande. La France ne cesse de s'endetter, nous demandons de plus en plus aux Français pour des retours qui deviennent insignifiants. La baisse des dotations de l'État ne sont pas de notre ressort personnel, elles sont du ressort de politiques UMPS qui ont été menées depuis plus de 30 ans. Et ça continue de l'être à l'heure actuelle. Alors, avec moi, la ville ne retrouvera jamais la situation dans laquelle je l'ai trouvée en 2008, dans laquelle on empruntait pour payer la dette de l'année. Vous savez bien que c'est faux. La Chambre régionale des comptes a fait un avis qui montrait que la solution n'était pas aussi dramatique. Vous avez proféré des mensonges sur la gestion du mandat de Jean-Michel Bertrand. Je les ai toujours dénoncés. On ne va pas recommencer le débat. Mais il faut quand même le rappeler. Je n'avais pas prévu en tout cas ce déroulement de d'émission, mais bon, la priorité est au débat, donc il est parti là-dessus. J'aurais quand même abordé avec vous une particularité de Bourg. Je souhaitais vraiment parler ce matin. En plein centre-ville, entre les rues commerçantes et l'immense parking du Champ de Foire, se trouve un ancien collège fermé en 2008, le collège Amiot, ex-collège technique et moderne Caria. Une friche sur laquelle se concentre l'un des enjeux de cette élection. 3 projets pour la ville, 3 options stratégiques, idéologiques même. Jean-François Debat, vous voulez absolument y installer un conservatoire de musique. Pourquoi ? C'est pas seulement moi, c'est un vote à plusieurs reprises à l'unanimité des élus communautaires et de Bourg-en-Bresse Agglomération, qui donc engage tous les élus sortants. Nous avons en 2012, le 29 mai 2012 à Bourg-en-Bresse Agglomération, puis le 24 septembre 2012 au conseil municipal de Bourg-en-Bresse, voté effectivement le principe d'une étude commune Bourg-en-Bresse Agglomération, ville de Bourg, sur le projet du Carré Amiot, avec 3 objectifs. D'abord, installer le conservatoire de musique, plus de 1000 élèves toutes les semaines, dans la façade principale du collège Amiot que nous voyons. Transférer la gare des bus vers le Champ de Foire pour dégager et achever finalement le projet qui avait pu être pensé sous le mandat précédent d'aménagement du cours de Verdun. Et puis aménager un bâtiment commercial, 3500 mètres carrés de commerce style commerce de centre-ville, Galerie Lafayette ou Printemps, en plusieurs étages, pour réamener de la diversité commerciale en centre-ville. Ce projet, c'est effectivement celui que je porte. C'est celui, d'ailleurs, encore une fois, qui a été voté à l'unanimité par les élus. Mais c'est celui dont je pense qu'effectivement, lié avec la rénovation de l'Alsace-Lorraine, lié avec l'ouverture de la Madeleine au nord, nous permettent de reconnecter et d'élargir le centre-ville. C'est un projet majeur du mandat prochain. Alors Xavier Breton, vous avez déjà annoncé au mois de novembre dans La Voix est libre du reste que vous aviez un contre-projet. Tout à fait. Bon, d'une part, effectivement, il y a des études qui sont en cours, mais il n'y a aucune étude opérationnelle, sauf celle du réaménagement des locaux à l'intérieur du collège Amiot pour voir la faisabilité du réaménagement intérieur. Le reste, et ça a été bien précisé en conseil d'agglomération en disant ça sera la nouvelle équipe municipale et la nouvelle équipe communautaire de prendre des décisions. Premier point, est-ce qu'il faut mettre à tout prix l'école de musique dans ce bâtiment ? Moi, je n'en ai jamais été convaincu. Pourquoi ? Parce que on sait qu'il y a un problème avec l'école de musique actuelle, au niveau de la vétusté des locaux, au niveau du stationnement. Là, je ne suis pas sûr qu'on va arranger les choses au niveau du stationnement, parce qu'on est toujours dans un espace contraint. Le deuxième point, la gare routière, je crois que c'est une erreur d'éloigner du centre-ville les arrêts de bus, notamment pour les personnes âgées. Et donc, il faut sûrement réaménager, restructurer la gare routière là où elle est, parce qu'elle prend un peu trop de place en termes d'espace. Mais en tout cas, ça serait une erreur de l'éloigner. Troisièmement, vous indiquez 3500 mètres, 4000 mètres carrés de commerce. Mais où allez-vous les chercher ? Ça va déséquilibrer le centre-ville. Donc ce que nous avons proposé, c'est effectivement, voyons les choses différemment.
Ne cherchons pas à mettre l'école de musique à tout prix, mais au contraire, amenons la dynamique du marché, amenons la dynamique de l'avenue Maginot vers le centre-ville. Et donc, c'est ce projet de halle avec, effectivement, une promotion des produits du terroir. Je finis simplement pour dire, il reste bien sûr l'école de musique. Alors, la proposition que nous avons faite cette semaine, c'est que l'école de musique, le conservatoire rayonnement départemental, c'est de le mettre à côté du multiplex, l'amphi, avec une reconstruction des bâtiments de la MJC et de la maison de la vie associative, et de faire un grand pôle culture-jeunesse là, en face du quartier de la Ressouche. Je crois que ce serait aussi un signe fort. Monsieur Perrin, mené par mes deux concurrents, nous proposons, d'y installer un conservatoire départemental du patrimoine, puisque Bourg-en-Bresse doit retrouver sa place centrale à l'échelle de ce terroir, qui est la Bresse, valoriser donc sa gastronomie, valoriser sa ruralité, valoriser également son patrimoine architectural par l'intermédiaire d'un musée que nous projetons d'installer là-bas, et valoriser également et conserver son identité linguistique, puisque la région de la Bresse est constituée de patois bressans qui ont besoin effectivement d'être conservés, garder cette trace commune héréditaire entre les générations qui sont sur ce territoire, et la valoriser en la faisant un peu plus vivre. Voilà. Moi, je crois que le projet du Parti socialiste n'aura d'autres conséquences que de figer le bâtiment à l'intérieur du centre-ville, et je crois que c'est hélas très dommageable, puisque un bâtiment, on va dire, aussi caractéristique de Bourg-en-Bresse, situé de manière stratégique au centre-ville, ne pourra pas bénéficier à cette redynamisation du centre-ville. Voilà. Alors, messieurs, j'ai quand même des questions, parce que, évidemment, le temps passe, des questions qui concernent vos carrière personnelle. Il y a des questions importantes. D'abord, Xavier Breton, vous êtes député. En 2017, la loi vous obligera à choisir. Quel mandat allez-vous conserver ? Alors, tout d'abord, nous n'y sommes pas encore. La loi n'est toujours pas promulguée. Je le dis. Le Conseil constitutionnel a statué jeudi. Et donc, il y a en attente de promulgation. On est à moins de 40 jours de l'élection. Et la règle du jeu n'a encore pas... Mais vous comprenez bien que je ne pouvais pas ne pas vous poser cette question. Elle est importante aussi pour les électeurs burgiens. Deuxièmement, la question que vous posez implique que je sois élu maire, que je sois candidat aux législatives en 2017, que je sois élu. C'est une volonté de clarification de ma part. Donc c'est tout des souhaits que je prends, très bien. Mais il y a aussi le fait qu'en 2017, si la droite revient au poste de responsabilité au niveau national, nous abrogerons cette loi. Donc on voit bien que nous ne sommes pas encore dans l'application de cette loi. Ce qui m'intéresse, c'est 2014. Et moi, si je suis élu maire au mois de mars prochain, je ferai le mandat de maire à fond. C'est-à-dire... je n'aurai pas d'autres mandats de président ou de vice-président de l'agglomération, de président de syndicats intercommunaux, de vice-président de la région, de trésorier national du Parti socialiste. Je me consacrerai, avec ce beau mandat de député, à défendre notre ville à Paris et à me consacrer uniquement localement dans ce mandat de maire. Et évidemment, forcément, la question, je vous la retourne, Jean-François Debat, puisque vous êtes président de la région, vous êtes aussi... Non, pas président de la région. Vice-président du Conseil régional, vice-président de Bourg-Agglomération, vous présidez aussi Cap 3B, un syndicat mixte qui est chargé du développement de Bourg-en-Bresse, vous êtes au Conseil des Caves, vous avez votre mandat de maire. Et on se dit, finalement, un maire à plein temps, vous trouvez le temps d'être maire. Écoutez, les Burgiens diront s'ils sont satisfaits de ma manière de m'occuper de la ville. Moi, je veux simplement dire que Xavier Breton biaise, encore une fois, sur un sujet majeur. Moi, je vous le dis, et je l'ai dit aux Burgiens, si je suis élu en mars 2014, je serai maire pour 6 ans. Xavier Breton nous dit nous verrons bien tout ça en 2017. En réalité, Xavier Breton, vous savez très bien que la loi s'applique au 1er juin 2017, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être remodifiée par l'UMP si elle revient au pouvoir. Le problème n'est pas un problème de cumul de mandats, c'est un problème de choix. Et la question, c'est que vous ne voulez pas choisir. Ce qui signifie en réalité, on le sait bien, que si vous êtes élu maire, vous serez maire 3 ans. Et que vous, ensuite, vous laisserez la position, alors je ne sais pas à qui, Mme Carrara, M. Lurin. Je dis simplement, Xavier Breton, la différence entre vous, c'est que moi, je suis candidat au mandat de maire. Vous êtes candidat au mandat d'intérimaire. Juste un mot. Juste un mot, parce que je veux entendre Clément Perrin sur une question que j'ai lui poser. S'il vous plaît. Permet. Simplement, M. Debat, en 2012, vous avez été candidat aux législatives. Oui. Vous aviez pris l'engagement d'abandonner votre mandat de maire si vous étiez élu député. Vous avez signé un papier où on ne pouvait pas cumuler. Vous étiez prêt à laisser tomber les Burgiennes et les Burgiens. Donc on voit bien que votre option elle est uniquement électoraliste. Encore une fois aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas député que vous prenez ce positionnement. Les Burgiennes et les Burgiens ne sont pas... Pouvez-vous dire aux gens s'ils vous éliront ou s'ils vous les éliraient pour 6 ans, vous n'aviez pas signé un papier comme quoi vous abandonniez la ville de Bourg. Vous ne pouvez pas signer. Eh bien, messieurs, on va écouter Clément Perrin. Clément Perrin, j'ai une question pour vous. Vous n'avez aucune expérience d'élu, vous n'avez jamais été membre
l'ombre d'un exécutif. Si Vous les vous Géorgiens, sentez de taille d'être aujourd'hui maire de Bourg-en-Bresse? Bourg-en-Bresse, tout à fait. La jeunesse n'est pas un handicap. J'ai pas dit la aujourd'hui- jeunesse, hein, j'ai dit les Tout à fait, non, mais expériences, bien hein. sûr. Mais bon, c'est souvent ce qui peut être reproché à un candidat qui a 24 ans, etc. Non, je crois surtout que nous pouvons profiter, nous avons une liste, je la présenterai en temps et en heure, voulu, une liste qui est ancrée au cœur des Burgiens, qui est issue de cette société civile, qui fait eh bien, la spécificité des Burgiens, avec tous les maux dont ils souffrent, etc. Et je crois qu'au mieux, cette liste permettra eh bien, de réancrer les projets dans la véritable vie des Burgiens. Voilà. Sur le cumul des mandats, le Front National, nous n'avons pas attendu l'UMP ou le Parti Socialiste, notamment le Parti Socialiste, pour eh bien dire qu'il ne faut pas, qu'il faut arrêter ce système de conservation des mandats, comment vous dire nous sommes contre la mise en application donc, de la conservation des mandats exécutifs. Il faut choisir. Voilà. Avant de vous laisser conclure ce débat, on va de nouveau entendre des citoyens de Bourg-en-Bresse. Alors, qu'attendez-vous d'un maire? Beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'intégrité. C'est la première chose que l'on attend d'un maire en règle générale. Qu'il écoute ses concitoyens. Qui s'occupe bien de sa ville, avec moins d'impôts. Qui consulte un petit peu les contribuables, peut-être plus souvent quand il y a des projets. Qui ait plus de collégialité dans leurs décisions. Qui soit derrière les artisans et toutes les entreprises qui font fonctionner la ville également. De se mettre dans la peau d'un citoyen lambda, de quelqu'un de très modeste, qui n'a pas de moyens, donc de se mettre à leur place et de faire en sorte que justement ces personnes ayant des petits budgets puissent avoir accès à des choses que certains foyers plus aisés peuvent profiter. En pré-campagne, eh bien, c'est beaucoup de promesses et quand on passe à l'acte, ça se dilue fortement. Vous avez chacun 30 secondes pour conclure. On commence par vous après tirage au sort. Jean-François Debat. Oui, dans 5 semaines, nous voterons pour les élections municipales et je sais qu'une partie des électeurs aujourd'hui s'interroge pour savoir s'il va voter. Parce que l'image globale de la politique dans notre pays ne renvoie pas forcément cette volonté parce que certains sont déçus de précédentes échéances nationales. Je dis simplement que s'ils choisissent ce jour-là de manifester leur mécontentement, ce mécontentement s'exprimera une journée, mais que les conséquences, c'est pendant 6 ans qu'elles se concrétiseront. Les Burgiens me connaissent depuis 6 ans, ils savent ce que j'ai fait, ils savent la démarche que j'ai de travailler au-delà des partis. J'ai réalisé des engagements que j'avais pris et c'est pour ça qu'ils peuvent me faire confiance si je suis réélu pour tenir les engagements que je prends aujourd'hui devant eux. Clément Perrin. Avec le Front National et le Rassemblement Bleu Marine, je m'engage à baisser cette fiscalité à l'échelle de Bourg-en-Bresse pour redonner de l'oxygène à nos concitoyens qui en ont cruellement besoin. Je m'engage à davantage de démocratie locale par l'intermédiaire de référendums locaux, municipaux, sur des grands projets qui seraient menés à l'échelle de la municipalité. Je m'engage à être vigilant en matière de sécurité, à développer une police municipale au plus proche de nos concitoyens et je m'engage également à redynamiser ce centre-ville qui en a cruellement besoin. Et enfin, Xavier Breton. Moi, j'ai bien écouté ce que disent les Burgiennes et les Burgiens, et je crois qu'effectivement, ils veulent plus d'audace, parce qu'ils se rendent compte que notre ville ne va pas bien. Encore une fois, on a vu la baisse démographique, on a vu l'évolution de l'insécurité, en termes économiques, beaucoup d'interrogations. Et donc, il y a besoin, effectivement, de faire des propositions. Et des audaces, c'est ce que nous faisons régulièrement chaque semaine, avec un défi par semaine, où effectivement, nous proposons derrière des engagements. Parce qu'au-delà de l'audace, c'est aussi le mot confiance que nous avons voulu mettre au cœur de notre campagne. Il est important que les Burgiennes et les Burgiens retrouvent confiance dans la politique. Notre liste, elle s'intitule « Avec vous ». C'est effectivement avec les Burgiennes et les Burgiens. Nous avons une charte qui s'intitule « Démocratie 21 ». Nous prenons 21 engagements de la manière de gérer pour refaire de la politique différemment, avec l'honnêteté. J'ai retenu ce mot aussi. C'est ce que nous proposons les 23 et 30 mars prochains. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau de La Voix est libre pour débattre. Sachez qu'une autre liste sera présente pour ces élections municipales. Elle est menée par Rémi Frochard avec, pour binôme, puisqu'il souhaite qu'on les appelle comme ça, Carole Guénard-Gerbeau. Ils sont soutenus par le nouveau parti anticapitaliste, le parti de gauche et les alternatives. Voilà, il est midi. Ouh là là, 50, je vais me faire disputer par Sylvie Bosquero. Bonjour Sylvie. Bonjour Olivier. Pour le flash régional. Je ne permettrai pas de vous enguirlander. Bonjour, on commence effectivement par ce vrai coup de théâtre hier soir aux Assises de la Loire avec l'acquittement des 2 frères Toinon accusés du meurtre de leur mère adoptive en 2010 à Saint-Galmier. Faute de preuves suffisantes, les jurés ont suivi les réquisitions de la défense. Jean-Paul Savard. Aurélien Toinon avec son avocate
vient d'apprendre son acquittement. Sa mère adoptive avait été retrouvée morte dans son lit, tuée à coups de barre de fer. Lui et son frère cadet ont passé près de 2 ans en détention préventive. L'émotion qu'il a à la barre, ça résume tout ce qu'il a pu vivre et je crois que c'est le meilleur témoin de son innocence. Aurélien et son frère Johan avaient contre eux des antécédents de violence dans un contexte familial conflictuel, mais pas de preuves irréfutables. Bernard Toinon, le mari de la victime, le père adoptif des 2 jeunes gens, a quitté le tribunal désemparé. Il était venu avec un certain nombre de questions. Il repart toujours avec ces questions. C'est la seule difficulté pour lui. Aujourd'hui, il considère que son épouse est décédée, qu'elle a été tuée et qu'il ne sait toujours pas par qui, qu'il ne sait toujours pas pourquoi, qu'il repart avec les questions qu'il porte depuis 3 ans. C'est ce qui est très dur pour lui ce soir. Le parquet ne s'est pas prononcé sur un éventuel appel. Un dramatique accident encore ce matin. Oui, enfin, c'est la thèse qui expliquerait la mort de l'adolescent qui avait été retrouvé pendu mercredi, vous vous souvenez, au domicile familial à Chantemerle, les Blés, dans la Drôme. Après l'autopsie qui démontre la thèse de l'accident, de multiples interrogations demeurent néanmoins. Le reportage d'Hugo Chaplon et Stéphane Yvon. Aucune trace de coup, aucune trace de lutte. Les premières conclusions de l'autopsie accréditent la thèse accidentelle et indiquent que l'adolescent a agi seul, sans intervention extérieure. Découvert par son père mercredi dans la chambre parentale, le garçon de 13 ans portait des marques de strangulation autour du cou et ses pieds étaient attachés. Très vite écartée, l'hypothèse de l'homicide fait place aujourd'hui à celle d'un jeu qui a mal tourné. Après avoir interrogé la famille et saisi du matériel informatique, les enquêteurs cherchent maintenant à savoir ce qui a poussé la victime à commettre cet acte. Comment le jeune garçon en a-t-il eu l'idée? A-t-il été incité par une tierce personne de son entourage ou sur Internet? De nouvelles expertises sont en cours. Leurs conclusions sont attendues pour le début de semaine prochaine. Journée européenne aujourd'hui des infirmiers de bloc opératoire. Ce sont des personnels médicaux absolument indispensables puisqu'ils préparent les salles d'op avant toute intervention chirurgicale. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Donc pour mieux faire connaître leur métier, ils organisent aujourd'hui des opérations de sensibilisation comme ce matin, place Bellecour à Lyon. Et puis, on termine par ces centaines d'adolescents de la région qui sont allés hier se frotter aux rudiments de la Godille sur les pistes de la station de l'Elex dans l'Ain. Les 9e Jeux d'hiver des lycéens, c'est une initiative du Conseil régional et de la Fédération française de ski pour faire découvrir les joies des sports d'hiver aux ados et les chutes aussi, bien sûr. Merci. Ça glissait bien le journal. Hein, Très bien. Merci, on vous retrouve ce soir à 19h, Sylvie, bien sûr. La voie est libre. Consacré aux élections municipales à Bourg-en-Bresse, seconde mi-temps après les candidats, place aux observateurs pour le débrief. Allez, on va les laisser rentrer, les observateurs. D'abord, donc, Paul Satis de France 3 Rhône-Alpes, que je ne présente plus. À ses côtés, Ghislain Gros de l'Hebdo La Voix de l'Ain. Et puis Olivier Leroy, journaliste à l'agence de Bourg-en-Bresse pour le quotidien régional Le Progrès. Bonjour messieurs, merci d'être là. Bonjour. Allez, votre regard sur le débat, Paul. Alors, un débat de haut niveau, j'ai trouvé, entre 2 grands professionnels de la politique que sont Jean-François Debat et Xavier Breton. Un vrai clivage marqué entre une politique de droite et une politique de gauche. Politique de gauche qui se caractérise notamment sur la politique fiscale menée par Jean-François Debat pendant son mandat, avec des hausses d'impôts en début de mandat. Xavier Breton qui, lui, dit « Ah ben non, moi, je vais baisser les impôts ». Et puis, le deuxième grand axe de campagne, assez marqué à droite aussi pour Xavier Breton, c'est évidemment les problèmes de sécurité. Le Front National dans tout ça, un candidat évidemment qui tranche un peu, d'abord par sa jeunesse. Il y a 24 ans, ça doit être le Benjamin peut-être des candidats au niveau régional, en tout cas sur une ville de cette importance. Le discours assez classique du FN sur l'UMPS, renvoyer dos à dos la droite et la gauche, Sarkozy et Hollande, dénoncer les associations communautaristes, promouvoir le terroir, le va-des-mets comme du FN. Olivier Leroy. Oui, on s'attendait un peu à un débat à ce style. C'est que c'est la fiscalité, la sécurité et puis un peu l'économie. Il n'y a pas tellement de surprises. Par contre, je suis un peu déçu sur les projets qui n'ont pas été tellement mis en avant. Et puis sur ce qu'allait faire Bourg par rapport à Bourg-en-Bresse agglomération. Parce qu'on sait que s'il y a des baisses d'impôts ou si on augmente les impôts, ça dépendra aussi de ce qui va se passer avec BBA, s'il y a des transferts de compétences, par exemple. BBA, donc... Bourg-en-Bresse agglomération. Bourg-en-Bresse agglomération. Parce qu'en fait, ce que vous entendez, Olivier, c'est que finalement, aujourd'hui, on ne peut plus concevoir uniquement la politique fiscale à l'échelon de la commune ? Moi, c'est l'impression.
On sait que les Equinox, par exemple, la salle qui vient d'ouvrir, c'est passé sous le joug de BBA. Je crois que les gros projets, à mon avis, ça peut passer qu'avec BBA. Et on n'a pas tellement parlé de Bourg-en-Bresse agglomération. Voilà, je suis un peu déçu par rapport à ça. Pour rejoindre ce que disait Paul, c'est vrai qu'on a eu un débat de qualité, mais c'est vrai qu'on a des candidats également de qualité qui sont impliqués vraiment dans la ville de Bourg-en-Bresse. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'agglomération de Bourg. Et c'est vrai que tous les projets maintenant passent par l'agglo. C'est Equinox, ça a été le cas également de l'aménagement du pôle multimodal. Ça sera le cas dans le futur d'autres projets. Au niveau commerce, c'est vrai, on a parlé du carré Amiot. Les projets sont différents, plus finalement sur le type de commerce. Commerce de bouche, commerce plutôt d'aménagement autour de la maison pour Jean-François Debat ou d'un musée du terroir pour donc Clément Perrin. Alors c'est un petit peu paradoxal parce que Clément Perrin parle de baisse des impôts, mais en même temps il parle de mettre un nouveau musée en route. Donc il faudra peut-être qu'il nous précise effectivement comment il va financer ce nouvel équipement. Pour ce qui est également de la fiscalité, c'était l'objet d'un débat continu, on va dire, depuis le premier conseil municipal jusqu'au dernier. Donc, pendant 6 ans, on a eu ce débat-là. Oui, c'est vrai. Moi, il y a quelque chose qui me frappe assez sur la sécurité, je rejoins ce que dit Olivier. C'est effectivement, ce qui sort de ce débat, c'est quand même malgré tout un petit peu le manque de projet. Alors, on a une bataille de chiffres constamment entre Xavier Breton et Jean-François Debat sur la démographie, par exemple. Oui, on a baissé de population, non, mais en fait, on n'a pas baissé. Et puis sur la sécurité, les chiffres à Bourg ne sont pas très bons, mais comme dans beaucoup d'endroits, ils ne sont pas très bons. Jean-François Debat dit « Regardez ce qui se passe dans les communes avoisinantes, c'est encore pire, elles sont gérées par la droite. » Xavier Breton dit « En gros, c'est votre faute. » J'ai entendu aucun des deux, aucun des trois d'ailleurs, me dire « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? On renforce la police municipale, on fait quoi ?» Si Clément Perrin a dit « On renforce la police municipale », ce sont des fonctionnaires, en même temps qui dit « Je vais baisser les impôts », donc qui nous explique aussi comment ils baissent les impôts tout en augmentant le nombre de fonctionnaires. Voilà. Et sur la démographie, pareil, j'ai pas non plus entendu énormément de solutions sur comment on ramène du monde à Bourg-en-Bresse et on ramène vers le centre plutôt que ces gens qui sont partis vers la périphérie. On a beaucoup de batailles de chiffres, des gens qui ont des arguments, évidemment. J'ai dit, c'est des candidats assez brillants. Mais il manque peut-être un peu de projet derrière tout ça, j'ai trouvé. C'est aussi, c'est vrai que c'est dur sur une émission de 20 minutes. Ah ouais, on est bien d'accord, ça fait à peu près 28 minutes. Voilà. 28 minutes. Voilà, donc c'est un peu du cas. Par contre, on ne connaissait pas Clément Perrin, moi personnellement. C'est la première fois que je le vois en direct et en chair en os. C'est son deuxième débat chez nous. C'est son deuxième débat. On l'a invité pour les législatives également. Vous avez de la chance en télévision parce que nous, ça reste un mystère. Et puis, on est content de le voir. A priori, il y a quand même une stature... Voilà. Bon, je retiens la critique que vous me faites et vous avez bien raison. Vous êtes invité pour ça. D'abord de parler de l'agglomération qui a manqué effectivement dans ce débat. Je l'explique aussi aux téléspectateurs. C'est vrai qu'on fait un certain nombre de choix, notamment sur les municipalités, que la question de l'agglomération, elle aurait pu venir. Mais c'est vrai, Olivier, que le débat est parti tout de suite. Est parti tout de suite. Vous avez vu préparer l'émission, vous aviez prévu des thèmes, comme chaque fois, le commerce, etc. Et puis ensuite, et on a bien vu quelles sont les 3 thématiques de campagne: sécurité, démographie, fiscalité, et basta. Sur la question par rapport à Clément Perrin, c'est vrai qu'on peut aussi... Alors, ça fait plusieurs semaines qu'il nous dit qu'il va nous présenter sa liste. Là, il nous annonce que ça va être la semaine prochaine. Mais on l'a toujours pas vu, la liste. Donc, elle est bouclée. Il nous dit que c'est du suspense. Je maintiens le suspense. Bon, je sais pas. Et vous avez vu comment on m'a taclé en début d'émission. Xavier Breton m'a taclé en me reprochant de ne pas avoir invité cette 4e liste. Bon, qui elle est complète. Qui elle est complète, qui a été du reste présentée il y a 48 heures à peu près. Un mot sur les équilibres politiques, le contexte politique, la situation politique électorale à Bourg-en-Bresse. La dernière élection, donc, c'est la législative. La ville de Bourg-en-Bresse était coupée en deux, dans 2 circonscriptions. Donc les 2 circonscriptions ont été remportées par l'UMP. Donc Michel Voisin qui a battu Guillaume Lacroix, adjoint au maire de Bourg-en-Bresse et vice-président du conseil général. Et donc Xavier Breton a battu Jean-François Debat. Mais si on regarde... Sur la circonscription, précisément. À la loupe, oui, sur les 2 circonscriptions. Voilà. Mais si on regarde à la loupe la situation de la ville de Bourg-en-Bresse, c'est Jean-François Debat, ou en tout cas les voix de gauche. Il y a 1700 voix en faveur de la gauche. Donc, si on regarde vraiment à la loupe la situation de Bourg-en-Bresse, l'avantage est plutôt à Jean-François Debat. Maintenant, le contexte, évidemment, a changé depuis. Le problème, je pense que Jean-François Debat et son équipe orientent leurs efforts au niveau des électeurs, justement dans ces quartiers qui ont voté pour lui.
Et à mon avis, la clé du succès, ça sera l'abstention, ou justement le peu d'abstention. Donc c'est sûr que je pense que Jean-François Debat... D'où l'appel à la mobilisation de Jean-François Debat dans les 30 dernières secondes de conclusion. Si les Bressans vont à peu près bien voter, même s'ils votent moins que d'habitude, je pense que Jean-François Debat est devant. Après, on ne sait pas. Et je crois que c'est la première fois depuis 4 scrutins où moi, personnellement, je suis incapable de voir, de donner un avis. Il y a la peur du contexte national. D'ailleurs, il a commencé par là sa conclusion, Jean-François Debat. C'est vrai que c'est Bourg, nous on considère comme vraiment une des villes clés de cette élection municipale, avec un suspense total, vous l'avez rappelé Olivier, c'est vrai que ça change tout le temps à Bourg-en-Bresse, donc si la règle se maintient, eh ben, ça pourrait être l'UMP qui gagne, mais c'est vrai aussi que Jean-François Debat part sur un socle électoral assez fort en 2008, il gagne au premier tour, aux élections législatives il fait malgré tout un bon score dans sa ville, sur la ville de Bourg-en-Bresse, même s'il perd l'élection, même si c'est évidemment Xavier Breton qui remporte cette élection municipale. La question aussi, c'est un peu comme partout, c'est le poids du Front National, avec ses candidats jeunes, nouveaux, qu'on ne connaît pas, une nouvelle génération Front National, comme on en voit, mais vraiment dans toutes les villes de la région, sachant que Bourg-en-Bresse est une ville qui vote quand même moins Front National globalement qu'au niveau national. Clément Perrin, aux dernières législatives, il était très ric-rac au niveau des 10 points. Donc 10 points, c'est le seul. Et Marine Le Pen, donc au premier tour, 14%. On sait aussi qu'un Front National bas favorise une élection d'un candidat de droite. Un Front National fort, en cas de triangulaire, favorise l'élection d'un candidat de gauche. Donc évidemment, le Front National, comme dans beaucoup d'endroits, est un peu la clé du scrutin. Alors même si lors de la dernière triangulaire, Jean-Michel Bertrand a remporté la ville, député, donc maire UMP, avec un qui était bas à l'époque. Et dans le cadre d'une triangulaire. Oui. Avec une perte de voix entre les deux tours, donc pour la colistière donc, de Clément Perrin, Annick Veillero, qui a perdu à peu près 5 points au profit de Jean-Michel Bertrand. Ouais, bon, enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours l'alternance, c'est assez incroyable. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a d'autres villes en Rhône-Alpes qui ont une alternance systématique depuis 4 ou 5 mandats. Depuis 25 ans en fait. 25 ans. 25 ans. 25 ans. Donc, on se demande quand ça va s'arrêter. On a aussi des fois l'impression que le Bressan, il aime bien changer. Voilà. Ou alors qu'il tient compte de ce qui se passe au niveau national, parce que je crois qu'il n'y a jamais eu des maires sortis du moins, qui avaient des casseroles, comme on dit. On voit encore un sondage, l'a publié ces dernières heures, qui dit que 20% des électeurs en France sont prêts à sanctionner le gouvernement, donc à être plus personne en à Bourg ne demande des sondages depuis 12 ans. Parce qu'ils se trompent. Et donc, moi, je pense vraiment que ça va être un scrutin très, très... Ce que je retiens, en tout cas, grosse incertitude, d'après votre connaissance. Un petit mot sur la question que j'ai posée en face sur le cumul des mandats à tout le monde. Alors, moins à Clément Perrin, puisqu'évidemment, il est inexpérimenté, eu égard à son âge, donc il l'a bien fait remarquer. Juste un mot quand même sur le Front National. Ça n'empêche pas du tout M. Collard, qui est député, de se présenter pour être maire. Donc, les grands discours du Front National sur le cumul des mandats, s'ils sont élus, ils seront cumulards. Madame... Marion Maréchal Le Pen, elle aussi est candidate au municipal alors qu'elle est députée. Voilà, quoi. Une petite remarque en passant. Votre regard sur la question du cumul des mandats, sur le positionnement à la fois de Jean-François Debat et de Xavier Breton. Xavier Breton qui est a priori plus concerné par une interdiction, je dirais, légale. Mais la question, vous avez vu que j'ai renversée. C'est un peu de bonne guerre aussi, puisque bon, on sait que si Bourg est assez souvent socialiste, la Bresse et puis toute la circonscription est tout le temps à droite. Donc je vois mal Jean-François Debat repartir une 3e fois contre Xavier Breton. C'est vrai que... Non, mais c'est une question, effectivement, qui fait causer en ville, soyons clairs, parce qu'il y a eu des attaques, effectivement, donc, de Jean-François Debat et de Guillaume Lacroix donc, sur cette question du cumul des mandats concernant Xavier Guillaume Breton. Lacroix, on va préciser. Donc, il est le président du conseil, vice-président du conseil général, pas encore PRG. président, PRG, et donc adjoint donc, à Jean-François Debat. Et c'est vrai que donc, la vraie question, c'est de savoir est-ce que effectivement on vote pour Xavier Breton ou pour Pierre Lurin ou Vanessa Carrara, donc qui sont les deux qui suivent donc derrière Xavier Breton. Bon, là, il a essayé de rassurer les électeurs en disant qu'il serait un maire à 100% de Bourg-en-Bresse. Reste effectivement le côté légal qui peut tomber, effectivement, comme le montre Jean-François Debat, donc d'ici avant la fin du mandat. Vous êtes en train de dire qu'il y a un backstage sur le nouveau plateau de La Vraie Libre. Xavier Breton dit qu'il sera maire à 100%, mais quand même en restant député, donc en fait il sera pas à 100%. On note aussi que c'est une des rares villes de la région où le président de l'agglo n'est pas le maire de la ville-centre. Alors c'est son adjoint. Donc, oui, c'est ex-adjoint, on va dire. Donc Michel Fontaine. Oui. Bon, merci beaucoup, messieurs.
Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Olivier Leroy, je vais dire qu'à la une de l'édition Burgène du Progrès ce matin, des jouets envoyés dans l'espace par un couple de l'Inde de Césaria, en hommage notamment à 3 jeunes filles disparues. Et puis Ghislain, bien sûr, on peut vous lire dans La Voix de l'Ain à la une cette semaine, plongé au cœur d'un service de soins palliatifs. Paul Satis, d'après mes informations, on vous retrouve ce soir dans 19h Ronald, je crois, pour le journal de campagne. Merci également à Bérénice Dalmé, merci à Christophe Piraudon, Adrien Gouardonnet, Patrick Dehaye, Denis Milan, réalisé La Voix est libre. Vous avez rendez-vous cet après-midi, bien sûr, pour les programmes régionaux. À 15h25, le portrait d'une star auvergnate au pays du soleil levant. Il s'appelle Florent, il est premier au bois dans l'orchestre philharmonique de Kyoto. Et depuis un accident scooter, à l'âge de 15 ans, il se déplace en fauteuil roulant. Et puis à 16h30, c'est Chronique d'en haut. Laurent Guillaume fait découvrir l'un des plus beaux domaines des Alpes. Voilà, c'est la fin de La Voix est libre. À la semaine prochaine.